Mesdames et messieurs, c'est Younes Taleb au micro. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Riyadacast, votre rendez-vous sportif sur Menara Podcast. Il est marocain, né à Tétouan, et il s'appelle Hassan Baraka, un nageur et athlète aventurier. Il n'arrête pas de nous surprendre et nous épater à chaque fois avec ses challenges sportifs de l'extrême. Le dernier en date, ça s'est passé la semaine dernière dans une eau glacée à Svalbard, un archipel norvégien situé dans l'océan Arctique. Notre champion y a parcouru une distance de 500 mètres à la nage et figurez-vous, dans une eau à 1- de température et sans combinaison. Il est arrivé le premier dans cette épreuve qui rentre dans le cadre du Ice Swimming Adventure. 16 nageurs de renom de différents pays y ont pris part, à l'instar du Bulgare Petar Stoichev, champion du monde sur 25 km, ancien recordman de la traversée de la Manche en moins de 7 heures, ou encore la Française Marion Joffle, nageuse experte en eau glacée. Elle a à son actif 10 médailles, dont 5 en or, lors des derniers mondiaux de nage en eau glacée en Pologne. Alors, sans plus tarder, on va plonger dans l'eau glacée avec Hassan Baraka, qui est notre nouvel invité sur Riyadacast. Hassan, bienvenue parmi nous. Merci, c'est un vrai plaisir d'être avec vous. Alors, ça va, tout va bien? Le bout de tes doigts, tu les sens ou pas encore? Alors, toujours pas la vérité. Donc, ma nage a été réalisée le 3 mai dernier, donc à Svalbard, comme tu l'as indiqué. Malheureusement, le fait de nager à -1 degré, ça fait que, vu que les liquides de notre corps gèlent à zéro, ben, on a des petits dommages au niveau du système nerveux et du toucher. Certains nageurs qui ont réalisé des nages similaires au pôle Sud disent que ça peut durer des semaines à des mois, mais on finit toujours par retrouver la sensibilité. Donc, on patiente, mais voilà. On est bien, on est satisfait d'avoir pu lever le drapeau du pays dans une région aussi donc lointaine et d'avoir envoyé ce fort message de protection de l'environnement. Donc, très ravi. Est-ce qu'il y a un suivi avec des médecins? Oui, bien entendu, c'est parce qu'en fait, la température corporelle de notre corps, elle descend à 32-33 degrés, ce qui est hypothermie sévère. Et s'il n'y avait pas des médecins, on n'en serait pas là aujourd'hui pour en parler. En fait, le combat commence une fois qu'on est sorti de l'eau. Là, les 9 minutes 30 que j'ai nagé pour les 500 mètres, c'était difficile, il y a de la douleur, mais le vrai combat commence en sortant, où on aura quasiment 1 heure et demie, 2 heures pour récupérer sa température. Donc, le vrai défi, c'est à la sortie de l'eau. On te souhaite en tout cas prompt rétablissement. Alors, si tu peux nous rapprocher un peu de ton expédition dans le pôle Nord, comment ça s'est passé et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans ce dernier challenge? Le pôle Nord, donc il faut savoir qu'à partir du 75 degrés nord, donc toute cette région-là, c'est le pôle Nord. Nous, à l'archipel de Svalbard, était à 78 degrés nord. Une fois qu'on est arrivé à Svalbard, on a pris un bateau pour monter 2 heures au nord pour nager à peu près aux alentours des 80 degrés nord. Sachant que le pôle Nord géographique est à 90 degrés nord, ben, c'est une leçon d'histoire, mais c'est hyper important ce qu'on apprend. J'ai appris beaucoup de choses, surtout aussi parce qu'une fois qu'on est arrivé là-bas, au nord de Svalbard, on n'a pas pu nager parce que c'était le territoire de chasse de morses. Et ensuite, il y avait aussi le risque d'ours polaires. Et on apprend pas mal de choses sur les ours polaires, comme quoi ils sont très rapides sur Terre, certes. Ils peuvent atteindre les 40 km/h sur Terre et sur la banquise. Mais dans l'eau, ils nagent entre 10 et 15 km/h. Donc, c'est d'excellents nageurs. Et il fallait faire aussi attention. Donc, après ces péripéties, on a dû revenir sur le port de Longyearbyen, qui est le grand village qui est à Svalbard, pour nager, on va dire, protégé de cette faune relativement protégé, mais néanmoins, on était toujours confronté à la température froide de -1 degré. Comme je le dis, l'ice swimming est considéré entre 0 et 5 degrés, mais là, à -1 degré, c'est vraiment intense. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça que ça a été une nouveauté pour nous tous. Donc, il y a des nageurs qui ont arrêté au bout de 200 mètres, 250 mètres, 400 mètres. Et moi, j'étais le seul à aller au bout de ces 500 mètres. D'autres nageurs, 7 nageurs ont réalisé 1000 mètres, et donc avec brio. Mais moi, encore une fois, j'ai pas voulu prendre part à cette distance-là parce que j'ai préféré écouter les sensations de mon corps lors des séances d'immersion que j'ai fait les jours auparavant. J'ai préféré nager le 500 mètres et tout donner pour le gagner plutôt que de subir des conséquences difficiles qui auraient pu me garder, on va dire, physiquement amoché. Alors que là, c'est pour moi, il y a des priorités dans la vie. J'ai l'anniversaire de mon fils dans quelques semaines et j'aimerais bien être avec lui avec le plein de mes capacités. Voilà. On comprend bien évidemment. Alors, Hassan, combien de temps ça t'a pris pour les préparations à cette baignade glaciale? Alors, pour préparer ce défi en Arctique, il faut savoir déjà que ça fait déjà depuis 2017-2018 que je nage en eau glacée. J'organise un événement au Maroc qui s'appelle le Ice Swim Morocco dans la région de Khnifra, dans le merveilleux lac Tagil Memezigza. Et donc,
Pendant que je l'organise, je m'y entraîne aussi. 60 Marocains depuis 2018 s'y sont déjà adonnés à cette pratique. On trouve des eaux là-bas entre 4 et 6 degrés lorsqu'on prépare la compétition. Mais pour ce qui est de mes entraînements, en plus de m'entraîner là-bas, dans cette merveilleuse région, je fais des douches froides quasiment de façon journalière. Je mets bien sûr mon visage dans des bacs à glaçons parce que la sensation du froid est très importante à apprivoiser pour tout ce qui est visage et extrémité. Et puis, je prends du poids. Là, j'ai pris quasiment 10 kilos sur mon poids habituel pour pouvoir arriver dans des conditions optimales pour ma nage en Arctique. Donc, c'est un peu le tout que je fais. Et aussi, il y a tout ce qui est préparation mentale et coaching dans ce sens-là. C'est-à-dire la visualisation est importante. L'ancrage, je fais beaucoup enfin, tout ce qui est PNL, c'est des choses que j'applique pour pouvoir ressentir de la chaleur dans ces moments, on va dire, froids, juste à travers l'incroyable pouvoir de notre cerveau. D'accord, l'événement auquel tu viens de participer a été l'occasion de sensibiliser les gens à la situation environnementale de l'Arctique. À ce sujet, quel est le message que tu souhaites faire passer? Ben, c'était très important. Moi, déjà, tous les défis que je fais durant toutes ces années, je l'associe à l'écologie, à la protection de l'environnement. Mais là, le fait de faire ce défi, donc là, je vous rappelle, on était 16 nageurs du monde entier. Donc, il y a vraiment toutes les nationalités présentes, que ce soit donc allemands, sud-africains, tchèques, américains, finlandais, bulgares, français, italiens. Et moi, c'était très important d'envoyer ce fort message, surtout sur le réchauffement climatique, parce qu'il y a une information que l'on ne connaît pas automatiquement, mais c'est qu'en fait, quand il y a une augmentation des températures, il y a ce qu'on appelle la fonte du permafrost. Le permafrost, c'est cette partie du sol qui est congelée et de façon permanente, mais quand ça déneige comme ça provoque que les gaz à effet de serre se libèrent dans l'atmosphère. C'est un peu comme le dioxyde de carbone et le méthane. Et donc, en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'en voyant la banquise fondre, c'est qu'en fait, il y a beaucoup plus de gaz à effet de serre qui se libèrent. Et l'idée, c'est vraiment d'envoyer ce message que si un homme ou si une expédition de 15 nageurs a pu nager au pôle Nord, c'est que malheureusement, il y a un réchauffement climatique et qu'il faut donc juste prendre conscience de ça et essayer d'appliquer des actions au quotidien, chacun chez nous, pour améliorer la donne. Voilà. Donc, tu as participé à plusieurs challenges de l'extrême. Lequel a été le plus dur pour toi jusqu'à maintenant? Bah, je peux dire, c'est toujours difficile de faire un ranking comme ça. Maintenant, je sais que l'un des moments les plus difficiles que j'ai vécu et où j'ai eu vraiment peur pour ma vie, ça a été les piqûres de méduses Irukandji en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est des méduses qui ont un venin équivalent au cobra et qui te paralysent le corps et qui peuvent même donner une attaque cardiaque en te paralysant le cœur. Donc ça, c'est vraiment un mauvais souvenir que j'ai passé. Mais si je devais retenir trois moments magiques de mes derniers défis, ça serait sans aucun doute la traversée de la mer Rouge entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite qui a duré pendant 8h30, où je me suis senti vraiment transporté, comme si une main invisible m'avait pris de la rive égyptienne jusqu'à la rive saoudienne. Et on se sent vraiment en connexion avec la nature. Il y a aussi cette nage que j'ai réalisée là en Arctique parce qu'on est dans l'instant présent, parce qu'il y a tellement de douleur et tellement de souffrance que on est obligé d'être un avec la nature, d'apprivoiser le froid, d'apprivoiser la glace, d'apprivoiser donc tout ce qui est autour de nous. Et donc, c'est la seule façon qu'on doit survivre. On doit aller protéger notre cœur, notre cerveau, nos poumons. Il y a en fait une valse qui se crée entre ces trois organes. Et nous, on n'est que sur l'instant présent, à comprendre et essayer de voir ces sensations et d'essayer de faire de mieux qu'on peut pour avancer. Le dernier moment que je mettrai aussi dans mon ranking, ça serait aussi le marathon que j'ai couru en Antarctique, au pôle Sud, qui était le premier des 7 marathons en 7 jours sur 7 continents. Donc moi, je suis toujours à la recherche de défis extrêmes, mais surtout pour répondre à la question existentielle de pourquoi on est ici. Et c'est quand on est en vivant des moments de méditation intense que j'arrive à vivre dans ces moments où je suis en pleine adéquation avec mon corps et mon esprit, que j'arrive à répondre, on va dire, en partie, parce qu'on ne peut pas répondre totalement à cette question-là. Donc c'est vraiment des défis qui m'aident à méditer. Voilà. Des défis qui t'aident à méditer. Alors, Hassan, quels sont donc les prochains défis auxquels tu vas participer? Déjà, dans l'immédiat, j'accompagne cette année 8 nageurs marocains pour leur traversée du détroit de Gibraltar. Moi, j'étais en mode, juste avant le Covid, en mode coaching pour accompagner d'autres Marocains à réaliser donc leurs défis. Donc, entre autres, là, le détroit de Gibraltar. Donc, j'ai 4 nageurs qui vont nager là fin juin et 4 nageurs qui vont nager au mois de septembre, de l'Espagne vers le Maroc. Et puis, mes défis personnels, il y a la participation l'année prochaine, bien sûr, encore une fois, au championnat du monde de natation non glacée, suite à mes 2 participations antérieures, en espérant faire un meilleur résultat encore. Et puis, mon rêve, ça serait pour les prochaines années traverser la Manche
Aucun Marocain n'a traversé la Manche. C'est considéré l'Everest de la natation. Et puis, maintenant que je suis habitué à l'eau froide, nager entre 12, 13 ou 14 heures dans une eau à 13-14 degrés, ça peut me permettre de résister à ce froid durant autant de temps et réaliser pourquoi pas cette première pour le Maroc qui me rendrait vraiment encore très fier. Et je peux te dire que les Marocains sont fiers de tes performances. Hassan, on va revenir en 2017. Cette année-là, tu avais sorti un livre intitulé La force de l'échec. C'est un ouvrage dédié à la force du mental et l'amour du sport. Si tu peux nous en dire plus et qu'est-ce qui t'a poussé à sortir ce livre? Principalement, ce livre, ça reprend, on va dire, moi, chaque fois que je faisais un défi sportif depuis 2010, j'écrivais. Les gens ont bien vu en images ce que j'ai réalisé comme défi, mais ils ne connaissaient pas les sensations par lesquelles je suis passé. Et donc, l'objectif du livre, c'était aussi de m'ouvrir et qu'ils comprennent ce qui se passe un peu dans ma tête. Et c'est ce que j'ai essayé de faire à travers ce livre. Mais c'est un livre qui essaye de faire comprendre que tout peut être réalisé par la force du mental et qu'il faut apprendre de ses échecs. Et donc là, je raconte pas mal de mes échecs dans plusieurs domaines, notamment dans le sport, etc., qui m'ont permis par la suite de réussir. Et il y a aussi à la fin, le dernier chapitre, le chapitre 8, c'est un chapitre qui est très philosophique, qui parle aussi sur cette capacité de souffrance que l'on doit apprendre à apprivoiser. C'est exactement ça. Si on veut du miel, il faut qu'on accepte de recevoir donc les piqûres d'abeilles. Et ben, c'est ce que j'explique aussi là. Si mon objectif était de réussir ce défi sportif en Arctique pour la notoriété sportive du pays, pour le fort message de protection de l'environnement et aussi pour envoyer ce message de dépassement de soi aux jeunes, il fallait que je puisse être accepté de cette douleur du froid dans mon corps. Donc, c'est ce que j'essaie d'inculquer à travers ce livre, mais ce n'est juste qu'une humble expérience de mon parcours de vie, que si ça peut servir à certains gens pour les inspirer, j'en serais ravi. Voilà. Justement, je te laisse un dernier mot que tu peux adresser d'ailleurs aux jeunes sportifs qui nous écoutent. Je donne mon exemple pour que les gens comprennent et que les jeunes sportifs puissent s'identifier éventuellement. Moi, aujourd'hui, je ne me considère pas ni le nageur le plus rapide, ni le nageur le plus fort. Mais ce qui fait la différence, c'est que je sais que j'ai une force mentale qui fait que je peux nager alors qu'il y a un requin qui me tourne autour pendant 15 minutes durant ma traversée en mer Rouge, sans abandonner. Je sais que je peux nager dans des eaux froides. Et en fait, chaque sportif ou chaque jeune doit prendre un temps d'introspection et comprendre quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses. Ceux qui ont étudié, par exemple, le marketing, ils savent très bien qu'il y a les matrices là où il y a les SWOT, les forces et les faiblesses. Eh ben, c'est pareil. Moi, je sais que ma force est celle-là, donc je vais essayer de potentialiser cela. J'aime beaucoup l'école scandinave qui, eux, par exemple, lorsque un jeune enfant ou un jeune élève a, par exemple, un 15 sur 20 en dessin et qu'il a un 8 sur 20 en mathématiques, eh ben, ils lui prennent un prof particulier de dessin pour potentialiser là où il est fort, pour qu'il soit bon dans quelque chose. Alors que dans une certaine autre, on va dire, façon d'inculquer les choses, on essaye de ramener un prof peut-être de mathématiques pour essayer de monter la moyenne. C'est juste qu'on va devenir moyen partout. Moi, aujourd'hui, le conseil que je donne aux jeunes, c'est trouvez là où est-ce que vous êtes bon et faisez le maximum pour réussir dans cette voie-là. Il n'y a pas un poisson dans l'air, il n'y a pas un oiseau dans l'eau. Trouvez pourquoi vous êtes venu sur Terre et en quoi vous êtes bon et essayez de le potentialiser. Hassan Baraka, merci pour ce joli message et d'avoir été parmi nous et je te souhaite bon courage pour la suite. Merci, c'est un plaisir. À bientôt. C'est la fin de notre podcast. Rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. Sur ce, sportez-vous bien.